Bien, bon, rebonjour. Et donc, ce dont je vais parler avec vous, c'est la façon dont les travaux en sciences politiques ont pu tenter d'aborder la question de la confiance, mais surtout l'impact de la façon dont les décisions sont prises, et singulièrement l'impact des arrangements institutionnels qui conduisent aux décisions politiques sur la confiance dans la décision qui est prise, mais aussi plus largement dans les institutions politiques, dans les gouvernants. Donc c'est vraiment sur cette relation gouvernant-gouverné que je vais m'attarder en tentant de mobiliser des travaux de sciences politiques, des travaux de nature empirique, c'est-à-dire des travaux qui se basent essentiellement sur des méthodes d'enquête qui ont investigué ce lien entre les arrangements institutionnels et la confiance. Alors cette notion de confiance en sciences politiques, c'est une notion qui est présente depuis très longtemps, qui émerge dès les années 50-60, quand la science politique moderne s'institutionnalise. Et sans doute qu'un point central en la matière, ce sont les travaux, sans conteste, de David Easton, qui a essayé de conceptualiser de façon plus précise, et vous avez peut-être déjà abordé ça hier, la notion de confiance en la renvoyant à deux logiques. Une logique de soutien diffus aux décisions et aux institutions, et une logique de soutien spécifique. Alors cette logique de soutien diffus, de diffuse support, elle part de l'idée que dans la relation entre gouvernants et gouvernés, il y a un réservoir de confiance installé sur le temps long du côté des citoyens qui les amène à percevoir les autorités et les institutions comme agissant de façon juste et dans l'intérêt général. Alors cette confiance diffuse, elle se construit donc sur le temps long, et elle se base à la fois sur le contenu des décisions qui sont prises, sur les performances des autorités publiques à améliorer les conditions de vie des citoyens, mais aussi sur la façon dont ces décisions sont prises. Cette confiance diffuse, donc comme dans les mots de Easton, c'est un réservoir de bonne volonté, et donc elle a plusieurs bénéfices pour la survie du régime politique, et singulièrement pour la survie des régimes démocratiques. Alors, premièrement, du côté des citoyens, elle leur permet d'être plus à l'aise, moins dans leur relation à leurs gouvernants. Elle ne nécessite plus, de la part des gouvernés, d'être constamment en train de suivre très en détail les actes et les décisions qui sont prises par les gouvernants. Le réservoir de confiance, de soutien diffus qui est généré, permet de se dire « je m'attends », vu la qualité des institutions et la qualité des gouvernants, à ce que les décisions les meilleures soient prises. Et je n'ai ni besoin d'avoir une capacité à vraiment suivre de très près cette action, ni besoin d'avoir une expertise sur le sujet lui-même. Donc c'est quelque part, ça permet aux citoyens d'avoir une citoyenneté un petit peu moins active. Alors ce réservoir de soutien diffus, il permet aussi, et singulièrement, et c'est là-dessus que Easton insiste, il permet en particulier aux citoyens d'accepter les décisions avec lesquelles ils ne sont a priori pas d'accord. Et donc ça renvoie à une autre notion très importante en sciences politiques, qui est celle de loser consent, ou de consentement du perdant. Avec cette idée que finalement, l'essentiel en démocratie, c'est de mettre en place des arrangements institutionnels qui permettent d'accepter la décision, même quand on est mis en minorité. Accepter une décision avec laquelle on est d'accord, ça ne nécessite pas un effort particulier. Forcément, les gens ne vont pas remettre en cause un régime politique qui produit des résultats politiques avec lesquels ils sont d'accord. L'essentiel de la notion de confiance, c'est d'être... Elle concerne ceux qui n'obtiennent pas ce qu'ils souhaitent, ceux qui se retrouvent à avoir voté pour un parti qui est dans la minorité, ceux qui se retrouvent à avoir des décisions qui sont prises qu'ils estiment contraignantes sur le plan, je ne sais pas moi, des décisions fiscales, des décisions en matière d'éducation ou, plus récemment, des décisions en cas de crise sanitaire. Alors, du côté des citoyens, ce soutien diffus, cette confiance, il a donc de nombreuses vertus, mais il a aussi des vertus du côté des gouvernants, puisque cette confiance diffuse qu'ils peuvent générée sur le temps long, elle permet aussi de s'attendre à un respect des décisions et une efficacité dans la mise en œuvre des décisions sans avoir besoin de recourir à la coercition ou à la peur. Et donc elle permet au régime démocratique de se maintenir grâce à cette confiance. Alors, on le voit bien dans ces travaux et dans ces approches de sciences politiques, la confiance politique est centrale pour comprendre la survie des régimes et singulièrement des régimes démocratiques, et donc elle conduit à une tradition de recherche empirique qui cherche à mesurer cette confiance, pour quelque part établir un baromètre de l'état de la démocratie.
et de se dire il faut un minimum de confiance diffuse, pas forcément de confiance spécifique, donc on ne doit pas forcément avoir confiance dans le parti qui est au pouvoir à ce moment-là ou dans chacune des décisions, mais un minimum de confiance dans le régime politique, dans les arrangements institutionnels comme générant de façon juste de bonnes décisions. Et donc ça va conduire de nombreuses institutions, mais aussi de nombreux chercheurs à essayer de tracer dans le temps cette évolution de la confiance. Et vous avez, je vais vous donner deux exemples. Ici, c'est un exemple très local. C'est le baromètre social de la Wallonie, qui est réalisé donc par l'IWEBS, l'Institut Wallon d'études prospectives et statistiques, donc qui est un institut indépendant mais rattaché au gouvernement de Wallonie, et qui, tous les 2 ou 3 ans, produit un baromètre de l'état de la Wallonie, dans lequel il y a un volet démocratie et société, dans lequel ils essaient de capter la confiance diffuse dans une série d'acteurs. Alors, peu importe les détails, mais ce qu'on voit, c'est que donc on a ça en 2003, 2008, 2013, 2018, 2023, et ça permet notamment de voir, tiens, entre 2018 et 2023, on a une chute importante de la confiance exprimée dans les citoyens. Et donc, du côté des institutions, on retrouve cette préoccupation pour la confiance. On la retrouve aussi de façon internationale. Ici, c'est une étude qui a été faite entre 1900, qui a repris en fait tous les indicateurs de confiance dans les enquêtes internationales entre 1958 et 2019 et qui compare l'évolution de la confiance dans les parlements, les gouvernements et les partis politiques à travers différentes régions dans le monde pour essayer de mettre finalement des chiffres sur la question de savoir si véritablement on traverserait une crise de confiance de la démocratie, et on voit que ce n'est pas si évident que ça, qu'on est plutôt dans des fluctuations générales, et que la baisse de la confiance exprimée, elle se retrouve en fait finalement de façon structurelle en Afrique subsaharienne, mais pour le reste, on est soit sur une stabilité, soit sur des pics et des creux. Alors, évidemment, la recherche en sciences politiques ne s'est pas contentée de se dire quel est le niveau de la confiance, mais elle a essayé aussi de comprendre quelles étaient les sources de la confiance, et donc ça renvoie à la présentation présente, quels étaient les éléments qui généraient un soutien diffus, une confiance politique plus forte dans les arrangements institutionnels, et puis quelles étaient les conséquences concrètes de ces soutiens diffus. Et là aussi, comme on a une forte tradition de travail sur ces questions, c'est-à-dire qu'il y a des centaines d'études qui ont posé ces questions, qui ont essayé de voir les impacts de différents facteurs, on en est à un stade où on peut générer ce qu'on appelle des études méta, c'est-à-dire des études qui vont comparer les effets de différents facteurs à travers plusieurs centaines d'études menées dans différents pays. Et donc vous avez notamment la plus récente de ces études méta par Ruderstadt, qui est menée en 2023 et qui compare une série de facteurs qui essayent de comprendre qu'est-ce qui semble générer le plus de confiance. Et ce que font ressortir ces travaux, ce sont deux éléments. Premier élément, l'élément qui génère le plus de la confiance, c'est la performance des gouvernements. Et singulièrement, c'est la satisfaction des citoyens quant à l'état de l'économie dans leur pays. De façon très nette, le facteur qui génère le plus de confiance, c'est est-ce que je trouve que l'économie de mon pays va bien? Est-ce que l'économie est en croissance ou est-ce que l'économie permet d'avoir un niveau de vie important? Mais on retrouve aussi d'autres facteurs de performance. On retrouve ici le niveau de pauvreté dans le pays. Donc est-ce qu'on a un niveau de pauvreté élevé ou bas? Qu'est-ce qu'on a encore que je reprenne? La lutte contre les inégalités économiques. Donc on a une série de facteurs qui interviennent. Et puis on a un deuxième groupe de facteurs qui est l'évaluation des arrangements institutionnels précisément. Et donc ce qu'on voit comme deuxième facteur le plus important, c'est est-ce que j'estime que les élections dans mon pays sont justes et transparentes? Mais on retrouve aussi d'autres éléments, comme l'impartialité des élections, comme le fait de se sentir représenté par les idées des responsables politiques. Et donc, ce que fait ressortir la recherche en sciences politiques sur les éléments qui génèrent de la confiance, c'est ce duopole entre performance d'un côté, la performance en termes de politique publique, et d'autre part, les procédures qui sont mises en œuvre. Alors ça, c'est un versant de ce qui a pu être fait, mais un autre versant, c'est d'essayer de comprendre les conséquences de la confiance, et en particulier, est-ce que, comme le présupposait Easton, est-ce que le fait d'avoir un niveau de confiance politique plus élevé génère chez le citoyen une propension à accepter les décisions politiques, et en particulier à accepter les décisions politiques les plus contraignantes et avec lesquelles il est peu d'accord. Cette question a notamment été beaucoup abordée à la sortie de la gestion de la pandémie du Covid, où on s'est posé la question, et c'est ce que font fait de nombreuses études, et donc Devine et Hall ici présentent une méta-étude de toutes les études qui ont porté sur la façon dont les citoyens ont accepté les mesures
pour gérer la pandémie de Covid, et il regarde l'effet justement de cette confiance politique. Il regarde l'effet de cette confiance politique sur une série de facteurs. Ce qui nous intéresse, ce sont les points verts et orange. Et donc les points verts, c'est sur le fait d'accepter les mesures de limitation de déplacement, de limitation d'accès aux écoles et d'accès au travail. Et le point orange, c'est le fait d'avoir accepté de se faire vacciner. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que la confiance, plus la confiance est élevée, que ce soit dans les partis politiques et les hommes et femmes politiques, dans les autorités publiques en charge de la santé, dans le gouvernement, dans les trois cas, plus la confiance est élevée, plus on a un effet positif sur le fait d'accepter de se conformer aux décisions de limitation de circulation, limitation d'accès à certains secteurs, et le fait de se vacciner. Et donc c'est un exemple, il y en a d'autres, mais c'est un exemple qui montre que finalement l'intuition d'Easton, au niveau global, au niveau général, elle est confirmée. Dans une situation de confiance, la probabilité d'accepter des décisions semble effectivement plus importante. À l'inverse, si vous êtes dans une situation de méfiance, ça va réduire votre volonté, dans ce cas-ci, de vous vacciner ou d'accepter les limitations apportées en période de lutte contre la pandémie. Alors, ces études, elles ont pendant très longtemps abordé cela en se basant sur de grandes enquêtes comparatives et en comparant des contextes différents. C'est-à-dire en comparant des pays différents, en comparant des moments différents, et en finalement générant un très grand nombre d'observations sur toute une série de pays et de régions. Mais la difficulté des études, c'est qu'elles ne permettent pas d'isoler véritablement quelle est la place respective des modes de décision et de la façon dont la décision est prise, avec la question de savoir si ce sont plutôt les contenus et l'évaluation des contenus des décisions qui jouent. On voyait par exemple dans la méta-étude que oui, la satisfaction économique avait un effet un peu plus fort, mais en même temps, le fait de percevoir qu'on était dans un système politique juste et équitable avait aussi un effort assez élevé. Et donc, il y avait une difficulté de véritablement cerner ce qui jouait le plus et si l'un finalement annulait l'effet de l'autre. Et donc ça a amené depuis une dizaine d'années un développement d'une autre approche en sciences politiques, qui est ce qu'on a appelé une approche expérimentale, qui s'inspire de l'expérimentation qu'on trouvait déjà en économie, en psychologie, en communication, et qui suppose donc en fait de placer des répondants différents face à des informations qui varient sur, par exemple, le mode de décision qui est présenté ou sur le contenu de la décision qui est prise. Et grâce à ces approches expérimentales, on a essayé de mieux cerner quel était le poids respectif des modes de décision et du contenu des politiques publiques. Et donc la question sous-jacente, c'était de dire, dans une période où on entend beaucoup qu'il y a une baisse de la confiance, ou de toute façon, même s'il n'y a pas de baisse tendancielle, il y a une part importante de la population qui a une confiance faible dans les gouvernants, peut-on générer de la confiance soit en changeant le contenu des politiques publiques et en allant vers des politiques publiques qui sont plus congruentes, qui sont plus en lien avec les préférences a priori des citoyens, ou est-ce qu'au contraire, on peut améliorer les choses en changeant les arrangements institutionnels? Et c'était particulièrement cette question des arrangements institutionnels qui était à l'esprit des chercheurs qui ont mené ça, se basant sur l'observation que depuis les débats publics sur la crise de la démocratie, on observait deux réactions différentes de la part des gouvernants, qui étaient d'une part de se dire on va régénérer de la confiance en ouvrant le système politique, en amenant de la participation, on vient d'en discuter, et donc en générant de la participation citoyenne, et donc en rendant l'arrangement institutionnel plus inclusif pour le citoyen, on va régénérer de la confiance. Et ceux qui disaient pas du tout. Les citoyens ne sont pas en demande d'inclusion, les citoyens sont en demande de performance. Ils sont en demande d'expertise. Ce qu'ils reprochent au système politique, c'est d'avoir de mauvaises politiques publiques, des politiques publiques peu performantes, et donc mieux vaut aller dans une logique d'expertise, qu'on a beaucoup vu d'abord dans les années 90 et début 2000 au niveau de l'Union européenne, mais qu'on retrouve aussi dans certains pays qui, en période de crise, se disent la solution, c'est un gouvernement de technocrates. L'Italie est un bon exemple, mais on peut aussi citer le cas de la Roumanie ou de la Bulgarie, qui se sont dit on a une crise de confiance, réglons ce problème de confiance en amenant de l'expertise qui améliorera le contenu des politiques publiques. Et donc je vais vous présenter une série de travaux, 3 travaux en particulier qui sont penchés là-dessus, 2 qui ont été menés par d'autres équipes et une par l'équipe à laquelle j'appartiens. Alors la première, donc, elle cherche à comparer, est-ce que finalement c'est le contenu de la décision ou est-ce que c'est le mode de décision qui joue. Et c'est mené par un chercheur qui a été vraiment central dans ce champ, qui est Esaiasson, et qui a mené toute une série de travaux, je vais vous en présenter 2. Alors que fait Esaiasson? Il adopte cette procédure expérimentale. Il recrute un grand nombre de répondants pour une enquête, il les divise en petits groupes, et il va leur demander d'évaluer
des décisions politiques, d'évaluer des décisions politiques, d'évaluer, d'une part, s'ils trouvent la décision acceptable, s'ils sont favorables à la décision, mais surtout décider s'ils ont confiance dans la décision qui a été prise comme étant une décision qui permette de tendre vers l'intérêt général de la société à laquelle ils appartiennent. Alors, ces citoyens sont donc répartis en petits groupes qui vont recevoir des informations différentes. Alors, ces informations, elles peuvent différer sur le contenu de la décision, de quoi on parle. Donc on avait des scénarios où c'était autour de la redistribution d'argent en faveur d'associations caritatives, d'autres groupes qui étaient exposés à des décisions sur l'interdiction ou pas du smartphone à l'école, et enfin des groupes qui étaient exposés, qui ont présenté des décisions prises sur l'interdiction de symboles religieux à l'école. Donc on varie le thème sur lequel on décide, on varie d'autre part la direction de la décision. Certains étaient exposés à des situations où oui, on a interdit les smartphones à l'école, d'autres où on a toléré l'utilisation des smartphones par les adolescents à l'école. Et enfin, on comparait le mode de décision. Et donc l'équipe des Ayason en particulier annonçait, présentait, donc dans les petites vignettes présentées aux répondants, cette décision a été prise par le conseil communal de la ville en question, une assemblée élue, donc un mode représentatif classique. Cette décision a été prise par des experts indépendants qui ont été chargés par les autorités publiques de prendre la décision, de fixer la décision. Et enfin, cette décision a été prise par un référendum auquel étaient associés les citoyens de la municipalité concernée. Alors, l'avantage de ces approches expérimentales, c'est que ça permet d'isoler et de regarder quels sont les effets, d'une part, de est-ce que je suis d'accord avec la décision, et donc ça, c'était mesuré au départ du protocole expérimental, quelles étaient les préférences, et ensuite, est-ce que je trouve juste, est-ce que je trouve que c'est un bon arrangement institutionnel. Et la conclusion des Ayason, alors vous voyez absolument rien si ce n'est deux couleurs, mais c'est ce qu'il faut voir en fait. Le gris clair, c'est l'effet marginal dans les différents groupes du contenu de la décision, c'est est-ce que je suis d'accord. En noir, c'est votre évaluation du processus de décision. Et ce que montre dans les Ayason, ici je vous présente les 30 premiers traitements, mais il y a plus de traitements que ça, et c'est le cas systématiquement. Le contenu de la décision pèse énormément plus dans l'évaluation de la confiance qu'on a dans la décision qui a été prise au final que l'arrangement lui-même. Et donc ça confirme les travaux de Broderschat qui dit, en fait, en gros, les citoyens, ce qui compte, c'est le contenu. C'est est-ce que je suis d'accord avec ce qui est décidé. L'arrangement institutionnel, finalement, ne compte pas beaucoup pour moi. Ou en tout cas, compte beaucoup. Alors, Ayason et son équipe, ils avaient déjà travaillé sur ces questions-là. Ils avaient notamment dit, bon, OK, on va essayer, plutôt que de comparer l'effet du contenu des décisions, on va plutôt comparer les modes de décision, et on va essayer de nouveau prendre cette approche expérimentale pour comparer différents modes de décision, et essayer de voir si, à contenu de décision égal, on a des modèles de décision qui génèrent plus de confiance dans les décisions qui sont prises. Alors il a comparé 6 modes de décision, alors 3 assemblées citoyennes, des assemblées citoyennes ouvertes, c'est-à-dire n'importe qui peut venir participer, il n'y a pas de sélection particulière, et les gens qui se présentent à la soirée organisée dans la commune où on décide, ils votent à la fin. Des assemblées citoyennes qui sont aussi ouvertes, il n'y a pas de sélection mais qui décident par consensus, donc il n'y a pas une majorité qui impose sa volonté, c'est un consensus qui doit émerger. Des assemblées citoyennes tirées au sort, et puis après 3 modes non délibératif, un mode référendaire, donc un vote majoritaire des citoyens par référendum local, un mode représentatif classique, où c'est le conseil élu qui décide, et enfin un comité d'experts. Et donc, ce que nous montre cet arrangement, c'est que, ici, le traitement numéro 3 est celui qui génère le moins de confiance, et celui qui génère le moins de confiance, c'est quand ce sont des élus qui décident. Ça, c'est le mode décisionnel qui génère le moins de confiance chez les citoyens. À l'inverse, les modes qui associent des citoyens, le 1, où est-ce qu'il est ? Le 2, le référendum, le participatif et le consensuel, ici, génèrent significativement plus de confiance, beaucoup, c'est pas heureux. Donc ceux qui génèrent le moins, c'est Parlement et experts, et ceux qui génèrent le plus, ce sont les arrangements institutionnels qui impliquent les citoyens, et en particulier ceux qui passent par le référendum. Alors, partant de ces observations, on s'est dit, avec notre équipe, c'est intéressant,
Mais c'est quand même un peu artificiel parce que dans la réalité, on va quand même rarement avoir le remplacement complet d'un arrangement institutionnel par un autre arrangement institutionnel. Ce qu'on observe, on vient de l'évoquer par exemple avec la Convention citoyenne, c'est des mécanismes représentatifs qui s'enrichissent de participation citoyenne. Ou ce qu'on va observer, même dans le cas d'un gouvernement technocratique, le gouvernement technocratique ne supprime pas le Parlement. On garde un Parlement élu qui prend des décisions sur proposition d'un gouvernement composé d'experts non élus. Et donc on s'est dit, ce qui était intéressant, c'est d'essayer de cerner comment cette combinaison d'arrangements institutionnels permet ou pas de générer plus de confiance en contrôlant pour le contenu des décisions politiques. Et donc on a repris les trois grands modèles qui étaient présents dans la littérature, donc un gouvernement technocratique, un Parlement élu et un référendum. On a mené une enquête avec des expériences en Italie. Pourquoi en Italie? Parce que l'Italie a une vraie expérience de ces trois modèles. Le référendum est utilisé de façon régulière. Ils ont un système représentatif institutionnalisé. Et par ailleurs, ils ont connu, et au moment de l'enquête, ils étaient dans une situation de gouvernement avec des technocrates. Donc ça ne paraît pas un arrangement complètement aberrant. Si on menait la même étude, par exemple, au Royaume-Uni ou en Irlande, où il n'y a jamais de ministres qui sont des technocrates non élus, ça paraîtrait beaucoup moins crédible, et donc on a choisi de mener cette enquête en Italie et de les amener à évaluer deux décisions sur deux thématiques différentes. D'une part, une augmentation significative des droits de succession, et d'autre part, la légalisation des drogues douces. Alors, bon, on ne voit pas grand-chose, mais ce n'est pas très grave, je vais vous expliquer ce qui se passe. Et donc ici, qu'est-ce qu'on compare? D'abord, on compare ceux qui ne sont pas d'accord avec la décision, donc par exemple ceux qui ne veulent pas qu'on augmente la taxe sur l'héritage, et ceux qui sont d'accord. Parce que c'est ça finalement le plus intéressant, on revient à Easton. On voit bien, enfin vous ne voyez pas, mais les flèches sont, les gens sont positifs quand ils sont d'accord avec la décision, peu importe l'arrangement institutionnel. Et les gens ne sont pas très positifs quand ils ne sont pas d'accord avec l'instauration d'une taxe sur l'héritage plus importante, peu importe l'arrangement institutionnel. Donc ça on s'y attendait, mais ce qui nous intéressait en particulier, c'est ce groupe-là. C'est ceux qui ne sont pas d'accord. Est-ce que l'arrangement institutionnel peut générer plus de confiance chez ce groupe-là? Et qu'est-ce qu'on a vu? Alors il y a plein d'analyses qui ont été menées. Ici, je vais vous sortir les deux éléments qui produisent des différences significatives. Le premier élément, c'est que la décision parlementaire suivie d'un référendum permet à la fois chez ceux qui ne sont pas d'accord, comme chez ceux qui sont d'accord, de générer plus de confiance et plus de satisfaction à l'égard de la décision, et plus de volonté d'accepter de payer cette taxe. Donc, l'intervention des citoyens par démocratie directe fonctionne comme mécanisme de validation après l'intervention parlementaire. Et cet effet est beaucoup plus fort que s'il n'y a pas d'intervention préalable du Parlement. Si on venait d'une initiative citoyenne, ce qui est un autre scénario, on vient d'une initiative citoyenne, cette initiative citoyenne est votée par référendum et donc il n'y a pas d'intervention préalable du Parlement, là l'effet est moins fort. Le mécanisme, premier scénario qui fonctionne bien, qui permet de générer des gains de confiance significatifs, c'est le Parlement débat, formule une proposition, la soumet à référendum, ce référendum valide la proposition. Et ça fonctionne chez ceux qui n'approuvent pas comme chez ceux qui approuvent. L'autre configuration qui fonctionne, c'est la configuration d'un Parlement qui vote une loi après recommandation d'un comité d'experts. Et donc ici, c'est le comité d'experts qui arrive en amont, et en aval, on a une décision du Parlement. Là aussi, le mécanisme permet de générer plus de satisfaction, plus d'acceptation de la décision et plus de confiance qu'une situation où le Parlement décide seul, mais aussi qu'une situation où les trois mécanismes interviennent. Ça, c'était aussi une autre de nos hypothèses. Est-ce qu'en fait, les gens voudront de tout? Non, en fait. Le scénario où il y a les trois, experts, Parlement et référendum, n'est pas le scénario préféré. Les scénarios préférés sont des scénarios avec deux intervenants, soit de Parlement suivi d'un référendum, soit de Parlement précédé d'une recommandation par des experts. Alors, qu'est-ce que ça nous dit qu'est-ce qu'on peut retirer on peut retirer de ça? On peut retirer des éléments qui sont au cœur de ce colloque, sinon je pense qu'on ne serait pas réunis. La confiance politique est fondamentale. Elle est fondamentale pour la survie des régimes démocratiques. Elle est fondamentale pour accepter les décisions. Par contre, l'élément un peu plus de conclusion un peu moins optimiste, c'est que finalement, la prise de ceux qui s'intéressent aux arrangements institutionnels, de ceux qui pensent qu'en changeant les arrangements institutionnels, on va pouvoir instaurer de la confiance, de façon spécifique sur certaines décisions, mais aussi de façon diffuse dans le temps long, ce n'est pas véritablement quelque chose qu'on voit. Ce qu'on confirme par toutes ces études, c'est d'abord le contenu des décisions. C'est d'abord fondamentalement et de façon beaucoup plus importante le contenu des décisions.
Donc la crise de confiance actuelle est peut-être l'objet d'arrangements institutionnels, mais elle semble d'abord être liée à un mécontentement à l'égard des performances des gouvernements en matière de services apportés aux citoyens. C'est d'ailleurs sans doute pas, pour les quelques études qui ont pu aller même sur avant la Seconde Guerre mondiale, il n'y en a pas beaucoup, mais dans quelques pays c'est possible, ce n'est pas une surprise que ce soit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans les années qui ont suivi, de périodes de croissance économique, mais aussi d'extension de l'État-providence très forte, que la confiance a été la plus élevée. Donc, et en particulier, ce qui compte, c'est la satisfaction, mais aussi la congruence. C'est est-ce que je trouve que les performances sont bonnes, mais est-ce que aussi les décisions qui sont prises sont conformes à mes attitudes et à mes préférences politiques de départ. Si on regarde sur les institutions représentatives ne sont pas celles qui génèrent le plus de confiance. Ce sont même celles, dans les travaux des Harrison, qui génèrent le moins de confiance politique. Mais un espoir existe toutefois, qui est de combiner la logique parlementaire avec, d'une part, de l'expertise en amont, donc plutôt en amont qu'en aval, donc plutôt des comités d'experts qui formulent des recommandations que des gouvernements technocratiques qui prennent en main les rênes du gouvernement. Et enfin, l'intervention des citoyens et singulièrement par référendum, ça c'est un résultat que je n'ai pas présenté, mais les effets des référendums sont bien supérieurs aux effets des assemblées citoyennes tirées au sort, bien supérieurs en termes de confiance politique générée. Et donc les référendums en aval, après débat parlementaire sur les décisions importantes, là, permettent de générer un surplus de confiance, à la fois chez ceux qui ne sont pas d'accord avec la décision et chez ceux qui sont d'accord avec la décision. Voilà ce que je voulais vous dire en essayant de mobiliser une part des travaux assez diversifiés et riches en sciences politiques sur ces questions-là. Je vous remercie.